des interfaces, avec des interfaces tactiles, avec un stylet. On n'a plus de clavier, et c'est un téléphone qui est sorti par Ericsson en 1994. Et puis, du téléphone, c'est quand même la fonction principale d'un smartphone, on a intégré des fonctionnalités plus tournées vers l'ordinateur ou l'agenda, on appelait ça des PDA, on voit apparaître dans les années 95, 80 jusqu'à 2000, les premiers PDA avec Ericsson, qui, je ne sais pas si certains l'ont connu, qui intégrait des fonctionnalités avec, on avait un petit début d'Excel qui apparaissait sur ce type de support. Donc on avait les trois composantes principales, téléphone, agenda et un peu d'intelligence avec un mini PC dans la poche, dans la valise plutôt. Et puis finalement, qu'est-ce qui a changé avec du GSM vers le smartphone? C'est l'intégration de nouveaux composants, et notamment de tous les composants photoniques, notamment l'appareil photo. On arrive à des appareils, des smartphones ou des PDA qui deviennent multimédia. Multimédia en intégrant effectivement des nouveaux capteurs, mais également des fonctionnalités d'affichage, ce qu'on appelle l'interface homme-machine, qui va révolutionner l'usage autour de l'utilisation de ce smartphone et finalement de développer de nombreux usages qui n'étaient pas prévus au départ, et jusqu'à, on va dire, dans les années 2007, où on avait les iPads, les iPods, pardon, on avait un lecteur MP3 dans la poche, plus un téléphone, et finalement on a tout intégré dans ce smartphone, avec aussi une révolution qui est la révolution des écrans. La révolution des écrans a apporté énormément de choses dans l'utilisation du smartphone pour l'affichage des photos, l'affichage multimédia, et puis ensuite, bien sûr, les composants continuent à évoluer. Alors, je vais faire un petit cours de microélectronique. Il y a une loi qui s'appelle la loi de Moore, qui donnait un principe de multiplier par 2 la performance des microprocesseurs jusqu'à à peu près 2017. Tiens, on arrive à la fin de cette loi de Moore, et aujourd'hui, parce qu'après, on était limité à une chose qui est la taille de l'atome. Faire des microprocesseurs, c'est-à-dire qu'on réduit, on augmente la puissance, mais on réduit par 2 également leur taille, ce qui permet de les réduire sur une tranche de silicium et donc de réduire leur prix, mais surtout on augmente leur capacité. Mais maintenant, on arrive à la fin, donc quid de cette puissance et quid de ces composants. Et puis 2007, l'arrivée de l'iPhone, le premier smartphone réel, et puis derrière avec sa déclinaison de concurrence Samsung, LG, qui ont fait qu'on a tous quasiment un smartphone dans la poche, sauf au CEA, on a encore des 3210 pour certains, de chez Nokia. Alors, un smartphone, c'est quoi? Si on va essayer de le décomposer, ça permettra aux autres intervenants aussi de s'appuyer peut-être sur ces points-là. Bon, déjà, il y a des antennes, c'est de la communication. Et là-dedans, il y a beaucoup de choses. On a tout ce qui est communication, 2G, 3G, 4G, bientôt 5G. On a le Wi-Fi, on a le Bluetooth. On a aussi la possibilité de prendre le smartphone comme un objet de hub, de connecter des choses ou de l'utiliser comme une gateway, comme une sorte de box pour pouvoir communiquer de la donnée. Il y a la fonction téléphone qui existe toujours, donc émission de son et envoi de voix. Il y a la data, donc j'ai mis les logos des petits systèmes d'exploitation de l'ensemble des fournisseurs, mais il y a également toute la partie gestion de la data, traitement de la data, qu'il soit par des microprocesseurs, mais également directement sur des composants maintenant. Et puis, il y a l'interface homme-machine qui a évolué et qui va continuer à évoluer, qui sera un des, on va dire, des pans d'évolution des smartphones. On parle aujourd'hui d'hologrammes, de 3D, d'énormément de choses où ces écrans qui sont de plus en plus gros, si vous voyez aujourd'hui, on a des choses qui rentrent difficilement dans nos poches. On a beaucoup d'informations et on est à la limite de la tablette entre le smartphone et ces micro-ordinateurs. 2 autres piliers qui sont importants, c'est les composants. C'est l'objet un peu de ma présentation. On va revenir dessus. Et le dernier, la sécurité. Le smartphone est un objet de transition de données, d'informations. Et aujourd'hui, on fait beaucoup de choses avec cela. On transite des informations personnelles, on transite, il y a des informations bancaires, on achète énormément avec son smartphone. Et donc, il faut sécuriser cet objet qui devient une clé, une faille de sécurité pour l'ensemble de ses utilisations. Et aujourd'hui, on va voir comment la sécurité aussi est partie prenante de l'ensemble du développement des composants au sein même d'un smartphone. Alors, je ne parlerai pas de ça. Ça, c'est le fantasme du téléphone. Le téléphone flexible, le téléphone projeté, le téléphone inclus dans l'oreille, le téléphone je ne sais pas encore quoi. Il y a de grands designers qui se projettent dedans, mais il y a des réalités derrière, il y a des limites quand même.
Et pourquoi pas rêver à effectivement quelque chose qu'on projette dans son œil avec une petite puce dans l'oreille pour communiquer. Alors les composants. J'ai pris une illustration d'une étude de Yole qui fait un état du nombre de composants. Alors je parle vraiment des composants dans un iPhone ou un téléphone de 2014 et la projection en 2020. On a déjà 12 capteurs différents, 12 capteurs dans un téléphone normal, et ça passera seulement à 20. Ce qui montre qu'on ne va pas avoir une révolution en termes de capteurs, on va avoir une révolution peut-être en nombre de noms, mais vous verrez que la typologie de capteurs n'est pas forcément différente. On va avoir, je ne rentrerai pas dans le détail, mais grosso modo, des capteurs d'environnement ou de prise de son ou multimédia. On va avoir des capteurs qui vont suivre l'actimétrie des personnes ou des objets qui seront, où le smartphone pourrait être embarqué, et puis des outils sur la photonique, la sécurité. Et on retrouve ces trois catégories dans les futurs smartphones de demain, 2020, 2021, 2030. Et je vais essayer et ça, je les ai réunis en trois clusters. Les grands types de capteurs de demain, il y a les capteurs inertiels. Alors, pour ceux qui le connaissent, il y en a qui ne connaissent pas, mais on l'a tous utilisé. Quand vous utilisez un GPS, il y a votre centrale inertielle qui prend le relais quand vous êtes dans votre voiture et que vous n'avez plus le réseau GPS ou 4G. Finalement, il va suivre le mouvement, il va apprendre, il y a l'intelligence, et ces capteurs de mouvement, donc accéléromètre, l'accélération, gyroscope, tout ce qui est rotation, et d'autres comme magnétomètre, sont une base énorme d'informations sur le comportement de la personne. Mais aujourd'hui, on a atteint des seuils de performance et d'intégration de ces capteurs extrêmement élevés. Le CEA a développé il y a près de 15 ans les premiers accéléromètres. Aujourd'hui, ils sont distribués par des grands fondeurs au niveau international et ils se retrouvent dans vos téléphones. Mais aujourd'hui, la robustesse de ces capteurs en font qu'on ne va pas changer encore la révolution au niveau de ces capteurs inertiels. Mais le champ des possibles est encore inexploité. Il y a d'autres capteurs qui vont peut-être apparaître. Alors déjà, on voit certains apparaître sur les hubs environnementaux. On commence à avoir des capteurs de température, des capteurs de pression atmosphérique. Pourquoi pas? Mais on va avoir aussi des capteurs de gaz. Alors quel gaz? Point d'interrogation. Ça, c'est aussi des choses qui sont intéressantes à regarder. On va avoir Alors j'ai mis microphone, mais le microphone, qu'est-ce qu'il va faire? Il va analyser son environnement. Pourquoi faire? À la fois pour peut-être, je vous donne un exemple d'optimisation de géolocalisation. Je suis dans un bus et je suis à côté du bus. Le GPS, il ne voit pas la différence. La précision n'est pas assez forte. Par contre, le son sera complètement différent. Donc, on va pouvoir apporter une précision et donc, dans la fusion de données, apporter un nouvel élément au niveau de localisation. Et puis, le troisième hub, c'est l'optique. Et l'optique, c'est là où il va se passer beaucoup de choses au niveau des composants. On a aujourd'hui beaucoup de choses dans le visible, nos caméras, les CMOS que vous avez sur vos téléphones portables travaillent dans le visible, mais on aura des choses qui seront dans d'autres longueurs d'onde, dans ce qu'on appelle le multispectral, voire l'infrarouge, voire sur des gammes d'infrarouge comme le terahertz, pourquoi pas. Alors on est encore loin aujourd'hui, hein, c'est loin, on développe à peine les caméras terahertz, mais l'infrarouge, si on regarde l'histoire, elle n'est pas si vieille que ça fait une dizaine d'années. Et on a aujourd'hui des composants de la taille c'est à l'échelle micrométrique. Et puis des choses au niveau 3D. On va travailler sur différents objectifs pour créer de la 3D. Et tout ça, toutes ces combinaisons, va faire qu'on va beaucoup travailler autour de l'image. Et je crois qu'on en parlera tout à l'heure au niveau des applications, des usages de cette formidable source que procurent ces capteurs optiques. Alors, les capteurs, c'est bien, ça apporte beaucoup de choses. Simplement, il faut de la tête. C'est comme quand on a un râteau, finalement, on va bien ratisser, mais on peut faire plein de choses avec un râteau si on le tourne, si on le traverse. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, le composant tout seul ne va pas servir à grand-chose. C'est tout ce qui va être autour dans le traitement de la donnée, qui va apporter vraiment la révolution dans le smartphone et le choix des composants. La data, donc on va avoir des microprocesseurs. Je vous ai dit, on arrive à un seuil physique qui fait qu'on va arrêter, on va peut-être limiter aujourd'hui l'augmentation de la puissance des microprocesseurs. Je vous donne un exemple. J'ai une montre connectée, je ne donnerai pas la marque, mais qui est aussi puissante qu'un iPhone 4S. Ils ont 3 ans d'écart.
Donc ça montre aussi l'évolution, mais on arrive à un seuil aujourd'hui, ce qui demain se reprendra le relais. On parle de nanotubes de carbone, de protéines, de choses qui permettront d'aller au-delà de cette loi de Moore. Mais le data et le logiciel associé. Il n'y a pas que le traitement de la donnée, il y a le logiciel qui va permettre justement de donner de l'intelligence à ces données par la fusion de la donnée. Et ce n'est pas le capteur isolé, c'est l'ensemble de ces capteurs qui donneront vraiment un potentiel fort au smartphone pour finalement arriver aux usages. Voilà, ça c'est un terme qui va revenir tout au long de la journée, les usages. Il ne faut pas oublier que le smartphone aussi, c'est un objet grand public. On est dans un cadre agricole, mais c'est un objet grand public. Et il y a une vocation économique derrière pour développer le produit qui coûtera le moins cher et qui répondra au plus grand mass market. J'ai mis intelligence artificielle. Oui, ça apparaîtra aussi dans les smartphones et ça commence à le faire. Bon, je ne vous fais pas le cours de la loi de Moore, je vous en ai parlé. Moi, les limites que je vois aujourd'hui dans les smartphones, c'est quoi? C'est déjà le fait que ce soit un objet grand public. On ne va pas pouvoir aller vers des choses très spécifiques. On va devoir peut-être développer des choses spécifiques par justement le logiciel, mais le smartphone va rester grand public. Parce qu'on va toujours avoir quelque chose qui va tirer vers le bas par le volume. Il y a le dimensionnement énergétique. On parle de composants, mais il faut parler des batteries. C'est quelque chose aussi, plus on met de l'intelligence, plus il faut que ça tourne. Et pour que ça tourne, il faut qu'on donne de l'énergie. Maintenant, l'énergie, votre smartphone, je pense que la batterie doit à peu près représenter 50 à 60% de la place de votre smartphone. Et l'épaisseur aussi. Donc la batterie, ça sera un enjeu clé. Et pour ça, on va aussi designer des composants, faiblement consommateurs en énergie. Aujourd'hui, il y a des nouveaux matériaux, FDSOI, qui permettent de faire ça, de tourner aussi vite et en consommant moins. Donc il y a un grand enjeu sur la partie énergétique. Ce qui n'est peut-être pas le cas si on prend le smartphone comme un objet qu'on peut mettre dans un dock et s'affranchir finalement de l'autonomie énergétique intrinsèque du smartphone. Et puis il y a le prix des smartphones qui va aussi limiter les choses pour l'intégration des composants. Il y a des super composants qui existent aujourd'hui, mais pris de façon unitaire et de par leur usage, ne pourront jamais dépasser les centaines de milliers de pièces. Voilà, ils sont trop exotiques. Et donc ces capteurs-là, malheureusement, on ne pourra pas les voir dans un smartphone. Parce qu'ils sont trop spécifiques. Et donc, les grands fondeurs et les grands donneurs d'ordre au niveau téléphonie vont se limiter à ce qui va parler au grand public. Ça ne veut pas dire que derrière, il n'y aura pas des choses spécifiques qui se mettront sur le smartphone. Et c'est là où je vois les perspectives, finalement, du smartphone comme un outil génial. C'est le software. Le software, l'INRA, vous avez déjà développé des choses extraordinaires, mais il y a beaucoup de choses encore à imaginer, on en voit tous les jours sortir. Et puis, que ce soit dans un mode logiciel avec du calcul embarqué ou déporté, en mode SaaS. C'est-à-dire, on envoie de la donnée, il est traité par des serveurs et il revient sous forme d'informations traitées. Là, il y a beaucoup de choses à faire. Également, le fait que ce soit un nœud de transfert de données. Là aussi, c'est un enjeu extrêmement important. On parlera de communication, de réseau. Le réseau et le fait d'avoir ce hub, cette gateway comme smartphone permettra de faire beaucoup d'autres choses. Et puis, c'est une passerelle aussi vers d'autres objets. On a parlé aussi dans d'autres séminaires d'objets connectés ou finalement d'outils qui permettront de se connecter et d'utiliser le smartphone comme le mini PC qu'on n'a pas envie de trimballer dans le champ ou sur son exploitation parce qu'on a le smartphone dans la poche et c'est plus facile. Et donc ça sera vraiment une belle perspective. Donc je vais aller vite sur les usages que nous on voit et quelques capteurs qu'on pourrait intégrer. Alors là, vous voyez, c'est un capteur. Donc ça, c'est du logiciel. Aujourd'hui, c'est réalisé avec des capteurs du commerce dans votre téléphone. C'est un iPhone 5. On traite de la donnée directement sur le téléphone. Il n'y a pas de GPS, il n'y a pas de réseau, donc c'est difficile de faire traiter ailleurs. Et on fait de la réalité augmentée. Aujourd'hui, réalité augmentée, il n'y a plus d'effet waouh, mais ça marche. Ça tourne et ça tourne sur un smartphone. Et derrière, on peut faire beaucoup de choses autour de ça pour de nouveaux usages. Là, c'est plutôt autour de l'usine du futur, la ferme du futur, tout ce qui est intervention sur une machine. On va avoir aussi des choses où, là, on va utiliser ça comme un hub. Finalement, on va traiter de l'image directement sur le smartphone. Moi, j'ai PlanteNet dans la poche là, qui me permet de reconnaître des plantes. J'aime bien ça. Mais par contre, c'est pas traité sur mon téléphone. Ça passe par des serveurs. Il y a une banque d'images et derrière, il y a de l'information qui revient. Et là, c'est exactement la même chose. On va analyser des formes. On va ensuite analyser l'image par un mode SaaS et puis
par un système de remontée d'informations et de réalité augmentée, apporter l'information directement à l'opérateur, quasiment en temps réel. On va pouvoir aussi travailler sur la préparation d'échantillons. Alors je suis un peu dans le rêve, hein. Vous oubliez ce que j'ai dit sur les limites des prix, etc. On est un peu aussi là pour s'ouvrir, ouvrir les chakras et se dire qu'est-ce qu'il peut y avoir demain. Préparation d'échantillons, savoir la composition de son sol en temps réel, un petit peu partout dans le champ, sans avoir des carrosses, sans avoir des systèmes. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Aujourd'hui, ça passe par une prise d'échantillon, on l'amène au labo, c'est traité, etc. Et on regarde certains ions. Pourquoi pas l'avoir sur une cartouche? Ou pourquoi pas l'avoir dans son téléphone? Ou sur un système qui se connecte au téléphone, un petit jouet. Où on va, par un système fluidique très simple, pouvoir séparer, analyser certains ions, analyser certaines protéines, etc., etc., de façon automatique. Ça, c'est des objets qui existent, hein, plutôt dans le monde médical, mais sortons un petit peu des sentiers battus, allons vers d'autres applications. Les capteurs de gaz, on en a parlé, il y en a plein. Il y en a plein, il y en a énormément. Maintenant, il va falloir aussi coller à cette logique de marché, mais là aussi, les capteurs gaz, ils sont à l'échelle micrométrique. Ce que vous pouvez voir, alors je ne sais pas si vous voyez, une sorte de petit sillon, c'est une micro-chromatographie. D'accord, ça tient, c'est plus petit qu'un demi-ongle, même pas. Et derrière, on peut séparer énormément de gaz. Ces gaz, ensuite, on les voit sur un autre système, c'est un système mécanique, qui va peser chaque molécule pour les analyser. C'est un MEMS. Et avec une nanopoutre, la fréquence de vibration va être caractéristique de certains gaz. Et grâce à ça, on peut avoir ça potentiellement dans un smartphone. SK pour certains gaz comme le CO2 ou comme certains aldéhydes qui pourraient être également testés dans le cadre de tests atmosphériques. Et puis des capteurs photoniques, j'en ai parlé, effectivement il y en a beaucoup. Je pense que les capteurs infrarouges apporteront beaucoup de choses parce qu'ils peuvent traiter les aspects sécuritaires, notamment la reconnaissance faciale, notamment la reconnaissance d'objets, et apporter de l'information. On ne sait pas ce qu'on peut en faire encore, mais on le voit que ça se développe de plus en plus. Il y a déjà des objets qui existent qui se connectent au smartphone. On le voit aussi que l'infrarouge a une bande spectrale assez large. Le terahertz arrive. Le terahertz, c'est finalement quoi? C'est le rayon X. C'est-à-dire qu'on voit à travers la matière et on voit des choses qu'on ne pouvait pas voir, à part sur du rayon X ou sur des MAB, mais on voit des choses extraordinaires et on est capable, par exemple, de suivre le stress, je crois qu'on voit derrière, le stress hydrique d'une feuille en temps réel par ces technologies terahertz. Pourquoi pas voir justement, avoir des petites caméras ou avec son smartphone faire ce test-là pour voir quel est l'état hydrique de ma plante ou de mes cultures pour pouvoir gérer mon irrigation. Vous voyez, on voit d'autres choses, hein, fructose, maltose, etc. Et puis certains capteurs chimiques, je finirai peut-être par ça, je ne sais pas où j'en suis du temps, mais tout va bien. Des capteurs chimiques, je sais que Pierre-Damien Berger, quand il est venu faire l'intervention il y a quelques mois de ça, un an presque, on avait parlé des capteurs chimiques pour analyser le sol. Ça existe. C'est pas encore industrialisé, mais il y a de beaux résultats, et pourquoi pas demain l'avoir aussi sur son smartphone. On parle d'objets connectés, mais finalement, on prend une pelletée de terre et puis on regarde ce qui peut pelleter. Quelques grammes de terre, parce que le smartphone n'a pas aimé, et on regarde ce qui peut en sortir. Là encore, il y a encore une notion de préparation d'échantillons, etc. On est dans le rêve, mais ces capteurs chimiques, l'idée, c'est de les avoir sur des supports flexibles, sur les capteurs souples, donc quelque chose qui pourrait peut-être être comme un adhésif sur un smartphone, pour le rendre un peu plus spécifique à un domaine applicatif. À gauche, vous avez des sondes électrochimiques existantes. Vous avez la même chose. Alors ça, c'est un petit patch. Ça fait même pas 1 cm². Voilà. Et puis, tout ce qui est analyse d'image, bon là, en temps réel, vous avez l'analyse de forme de différentes choses. Donc, on pourrait l'appliquer dans le champ, pour le comptage, pour la mesure de rendement, le tri qualitatif de certaines productions, en temps réel, en vous baladant dans un sillon pour pouvoir, un rang de maïs par exemple, pour voir quelle est la qualité de maturité du maïs. Pareil pour les tomates, hein, on a un opérateur, un technicien qui se balade sur une production dans une serre et puis qui regarde, on va dire, le bon rendement entre les fruits mûrs ou pas mûrs et qui permet de déclencher une récolte.
Et tout ça va tourner grâce effectivement au capteur, mais à l'intelligence qu'on va y mettre, notamment l'intelligence artificielle qui va pouvoir traiter la donnée le plus rapidement possible et non faire prendre une décision, mais apporter une aide à la décision. Ça, l'intelligence artificielle, on entend beaucoup de l'automatisation des décisions. Moi, je parle plutôt d'aide à la décision. Les médecins, il ne faut pas leur parler de diagnostic automatique. Je pense qu'on est encore des humains, qu'il faut s'appuyer sur des outils et pas qu'ils nous remplacent. Voilà, après, des applications, je passerai sur ces aspects-là, parce que les applications autour du logiciel, le machinisme, il y en a énormément. Vous avez plein d'exemples. Il y a Farmlog, il y a plein de technologies. Il y a Ublim qui sort des tags qui permettent de lire des manomètres de façon automatique. Il y en a énormément. Je pense que le champ des possibles tourne dans cette combinaison, je le rappelle, capteur, traitement de la donnée et surtout des cerveaux qui développent les logiciels pour justement développer de nouveaux usages. Voilà, je ne sais pas si... Tout à fait. Merci beaucoup, on vous applaudit, Cyril Dumais.